Thierry Tournois, directeur général de la FUNOC. Nous continuons notre cycle de webinaires qui interroge nos pratiques de formation en lien avec la qualification sociale, qui sont à la fois destinées à notre personnel, mais aussi à d'autres personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la formation des adultes. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de rencontrer Margherita Bussy, qui est professeure en formation des adultes à l'UCL Louvain, qui vient nous apporter son éclairage sur l'adulte en formation, quelques réflexions qui à la fois parlent de la capacité des personnes qui sont en formation, donc comment travailler là-dessus, et aussi comment rester en adéquation ou pas avec les politiques publiques qui régissent le domaine de l'emploi et de la formation. Donc voilà, je passe la parole à Madame Margherita Bussy, et ensuite, comme d'habitude, on passera à des questions-réponses, et on espère que ce webinaire vous intéressera. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici et de parler de l'adulte en formation et de partager avec vous quelques réflexions. Évidemment, ces réflexions ne sont pas seulement le fruit d'un travail individuel, mais s'inspirent de la littérature scientifique et aussi des discussions que j'ai pu avoir, par exemple, avec Pauline Van der Avero, qui est doctorante à l'UCL Louvain. Dans le cadre de cette présentation, je voudrais... j'ai 3 objectifs, 3 intentions. La première, c'est d'analyser un peu comment les politiques de formation voient l'adulte en formation et de présenter très brièvement les macro-tendances qui sillonnent les politiques de formation, surtout au niveau européen, mais évidemment qui après se répercutent aussi au niveau de la Belgique francophone et au niveau local. Le deuxième objectif, c'est d'imaginer l'adulte différemment. Est-ce qu'on a des outils pour comprendre l'adulte apprenant d'une façon différente, et est-ce qu'il y a des liens entre la qualification sociale et l'approche par les capacités? La troisième partie de la présentation a comme objectif de vous proposer un outil pour se positionner en tant qu'acteur de terrain, de comprendre comment on se positionne vis-à-vis d'une politique de formation et comment on peut interpréter et comment on peut justifier son propre positionnement. Et donc, voilà, le premier objectif, c'est de vous parler un peu de politique de formation et de comment elle voit l'adulte en formation. Et pourquoi regarder aux politiques? Je regardais les sites de la FUNOC et j'ai vu que, je cite, « Si la FUNOC peut agir comme elle le fait, c'est grâce aux ressources octroyées par les pouvoirs subsidiants. Nous sommes agressifs par la région wallonne, qui est notre principal mécène. Nous jouissons aussi du soutien de l'Europe, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la ville de Charleroi, du Forum et de l'ONU. » En fait, on comprend bien que la FUNOC s'insère dans un écosystème qui est complexe et qui, jusqu'à un certain point, influence aussi les acteurs de terrain et la FUNOC aussi. Donc, il faut comprendre cet écosystème avec ses idées, ses discours, ses règles, avec les autres acteurs, quel genre d'idées véhiculent et comment ces idées entrent dans les pratiques quotidiennes des acteurs. Et aussi comment les acteurs arrivent à façonner ce écosystème. Dans les cadres de politique de formation, les discours autour de l'apprenant ont un impact sur quel genre de formation on donne, sur quel genre d'outils politiques on met en place. Et donc, comprendre comment l'apprenant est vu est absolument important et très intéressant aussi, parce qu'une fois qu'on a compris, on peut aussi déconstruire et proposer quelque chose d'autre. Donc ça sera l'objectif le deuxième objectif. Donc, l'image sous-jacente est importante et on voit que l'image de l'adulte apprenant a évolué et a changé. On sait qu'au niveau européen, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de compétences au niveau de la formation et de l'éducation. Et c'est vrai, ça reste une priorité, une prérogative nationale ou régionale ou communautaire dans les cas de la Belgique. Mais au niveau européen, il y a quand même des financements qui arrivent, et ça on l'a vu aussi dans les cas de la FUNOC, qui ont des règles, qui renvoient des messages, qui ont des
des idées sous-jacentes derrière, qui sont aussi véhiculées par les règles institutionnelles auxquelles les bénéficiaires doivent aussi répondre avec des mesures d'accountability, de reddition de comptes, qui ont un impact sur les travails de tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder aussi les niveaux européens et les discours qui est promu par les instances européennes. Les développements des compétences des adultes a toujours été au centre des politiques économiques du projet européen, depuis les débuts. Il y avait un focus particulièrement sur l'emploi et sur la formation professionnelle et sur la mobilité des travailleurs pour répondre aux pénuries du développement très rapide de l'après-guerre et aussi la mobilité des travailleurs. Je pense qu'en Wallonie, vous connaissez très bien ces vagues de migration. Entre les années 80 et les années 90, il y a le début de la globalisation, d'une compétition mondiale accrue et une évolution très rapide de l'emploi aussi vers de formes plus atypiques, du travail précaire, du travail temporaire et un rôle toujours plus important de la formation. La formation qui est vue pas seulement comme la formation initiale, mais la formation qui accompagne l'individu tout au long de son parcours, qui devient de plus en plus flexible, fragile et parfois aussi évidemment précaire. Donc la formation est d'une part une forme d'ajustement pour essayer de ramener les publics les plus vulnérables vers un chemin, vers le chemin de l'emploi, de l'intégration dans la socio-professionnelle, notamment pour les publics les plus vulnérables, donc les femmes, les jeunes, les migrants, les personnes infraqualifiées, donc avec un niveau de qualification plus bas, mais aussi comme un instrument d'épanouissement, de développement personnel et professionnel de tout individu. Et étant donné que les trajectoires professionnelles ont changé, sont devenues plus précaires et que les transitions sont devenues aussi plus fréquentes, la formation est vue aussi comme une bouée de sauvetage, donc pendant des périodes critiques. Quand on est au chômage, on propose de se requalifier, de remettre à jour certaines compétences ou de faire une bifurcation professionnelle pour pouvoir se réinventer. Cette vision de la formation et de la formation comme instrument qui façonne la trajectoire individuelle s'en sert dans un contexte dans un contexte très changeant, qui voit aussi des changements au niveau de l'État-providence. Et on sait qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les 30 glorieuses, il y a eu un essor économique et l'expansion de l'État-providence qui commence à être de plus en plus défaillant au moment où il y a de nouveaux risques qui commencent à se manifester, les risques d'être des travailleurs pauvres, les risques d'exclusion sociale, les risques du chômage, avec des crises économiques qui touchent les pays européens à différents moments, mais qui ont en commun la flambée du chômage et des crises économiques importantes. L'État-providence arrive de moins en moins bien à protéger du risque, doit donc essayer de s'adapter et la formation est vue aussi comme un instrument possible pour pouvoir réajuster les trajectoires individuelles et pour pouvoir garantir un investissement sur le long terme. Et c'est ici l'idée d'investissement social qui est une forme d'alternative à l'État-providence tel comme il a été conçu au début des 30 glorieuses, et l'idée de l'investissement social, qui a un paradigme qui est développé au niveau européen, mais qu'on retrouve également dans les différents pays européens. C'est l'idée qu'investir dans le social, ce n'est pas de l'argent perdu, mais que c'est un investissement sur le long terme, où la formation et l'investissement dans le capital humain, c'est-à-dire les ressources intellectuelles, c'est un investissement sur le long terme qui va apporter ses fruits tant au niveau individuel qu'au niveau sociétal. Donc tant au niveau individuel, parce qu'on sait que les personnes qui ont un niveau d'éducation plus élevé
ont plus de probabilités d'avoir un salaire plus élevé, d'avoir moins de probabilités de se retrouver au chômage, ont normalement une santé plus bonne, donc disent d'être en meilleure santé. Et au niveau sociétal, parce que plus il y a de personnes dans l'emploi, plus il y a une croissance économique avec une redistribution. Évidemment, s'il y a des bonnes politiques de redistribution, donc une croissance qui bénéficie à tout le monde, moins de coûts pour la société et un environnement plus compétitif. Donc ça, ce sont un peu les idées très générales qui sont rattachées à l'idée d'investissement social où la formation joue un rôle important. Et évidemment, si on pense de cette façon, la formation est vue comme un outil de gestion des trajectoires pour faire comme une passerelle pour faire des transitions critiques entre le chômage et l'emploi, entre la formation initiale et l'emploi, et entre l'inactivité et l'emploi. Et il faut donc mettre à disposition des outils pour faire en sorte que les personnes s'approprient de la formation et puissent l'exploiter. Et parmi ces outils de politique publique, on retrouve l'orientation, l'information, rendre visibles les bénéfices de la formation par rapport à l'emploi, par rapport à la trajectoire professionnelle et personnelle, mais aussi la formation comme mobilité même physique, de pouvoir se bouger sur le marché de l'emploi. Et cela va de pair aussi avec une reconnaissance de la société par rapport aux compétences informelles, par exemple, donc tout ce qui est valorisation des acquis d'expérience, les compétences acquises dans d'autres domaines pour faire en sorte que les compétences soient visibles pour les acteurs du marché de l'emploi et que donc le signal qui est envoyé par la personne soit un signal positif et que la personne soit attractive sur le marché de l'emploi. Un autre instrument, c'est par exemple la reconnaissance d'un droit individuel à la formation. Donc à partir du moment où on reconnaît un compte individuel de formation, on attribue un droit à la personne de pouvoir dépenser ses heures ou cet argent, de pouvoir se former à tout moment de la vie et selon ses envies. Ça, évidemment, ça en théorie. Après, dans la pratique, les choses se passent peut-être d'une façon différente, mais c'est vraiment l'idée d'avoir un droit individuel de l'individu pour accompagner l'apprentissage tout au long de sa carrière et de sa vie. Et là, on se retrouve avec un marché de la formation, avec la formation qui devient un service consommable, et le consommateur, c'est l'individu qui donc est censé, ou sommé, parfois disent certains, à se former, aller identifier c'est quoi la formation la plus porteuse pour son insertion sur les marchés de l'emploi, et être capable donc de faire la distinction entre une formation qui n'amène à rien et une formation qui est capable de l'épanouir économiquement surtout et personnellement. Et donc d'un être qui est un peu rationnel, qui est capable de faire des choix rationnels. Et donc c'est là qu'on arrive à cette vision de l'adulte, qui est un adulte apprenant, qui n'est pas vraiment conçu indépendamment de sa contribution économique à la société. Et donc la formation, tant dans les politiques européennes, souvent aussi dans les politiques nationales, la formation est souvent rattachée à l'emploi. Et que donc la formation est vue plutôt comme un outil qui contribue au développement économique de l'individu et de la société, et en moindre mesure au développement personnel et l'épanouissement individuel et de la cohésion sociale de la société. Et donc, si on voit l'individu comme un adulte apprenant qui n'est pas conçu indépendamment de sa contribution économique à la société, alors on parle presque d'un travailleur apprenant. Et
son intégration sociale se superpose presque à son intégration sur les marchés de l'emploi. Alors qu'on sait que si on est intégré sur les marchés de l'emploi, ça ne veut pas pour autant dire qu'on est socialement intégré. Et cela fait aussi retomber une certaine forme de responsabilité sur l'individu qui devient le responsable de son propre chemin et de sa capacité à acquérir et maintenir son employabilité pour être toujours attrayant sur les marchés de l'emploi. Et donc, dans les politiques aussi européennes, c'est qu'on retrouve c'est un peu cet être indéfini de l'adulte qui a toujours envie d'apprendre, qui est presque intrinsèquement motivé à se former. Mais c'est un peu un agent hypothétique. Et c'est un agent qui parfois manque d'une profondeur biographique. Et l'individu, en fait, on est tous des individus ancrés dans un environnement d'abord familial, sociétal, et on a des contraintes. Et souvent, l'adulte apprenant a des contraintes, des responsabilités autres que celles d'apprendre, que celles de travailler, notamment celles de la famille, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on sait de cet adulte apprenant? Donc, on sait que dans les politiques publiques, on le voit de cette façon un peu aplatie. Donc, un adulte qui est un peu hypothétique et qui a toujours envie de se former. Mais c'est qu'on retrouve, si on regarde des données agrégées, et là je vous parle des données qui sont disponibles sur les sites Eurostat, donc au niveau européen, et qui sont collectées d'une façon similaire dans plusieurs pays européens. Donc c'est pour ça que je vous propose une comparaison entre différents pays. Donc je choisis l'Europe à 27, la Belgique, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, donc les pays voisins, mais aussi l'Italie, un pays du sud de l'Europe et ma terre natale. Le taux de participation en éducation et formation en 2022 pour les adultes entre 25 et 65 ans et 64 ans, pour les 12 derniers mois, était au niveau belge environ de 41,6% de la population. C'est un taux qui est très similaire, un peu plus bas que le taux européen à 27, qui est à 46,6%, et ça pour tout niveau d'éducation confondue. Mais on voit que derrière ça, il y a des inégalités très fortes par rapport au niveau d'éducation. Donc, pour les personnes qui ont moins du niveau du secondaire, on parle de 15,9% de personnes qui ont suivi une formation les 12 derniers mois, alors que pour ceux qui ont un niveau d'éducation universitaire, on parle d'un taux de 61,4%. Donc l'écart est vraiment très important. Il faut évidemment prendre ces données un peu avec des pincettes, parce que derrière, comment on mesure vraiment la formation? Ici, on parle d'éducation formelle et non formelle. Et donc, la définition est assez large. La formation formelle, c'est tout ce qui est dans un cadre spécifique, comme l'école ou des centres de formation, où à la fin on obtient un certificat. Tout ce qui est non formel, c'est toutes les formations qu'on peut avoir dans les cadres du travail. Donc la définition est déjà assez large, mais n'inclut pas tout ce qui est apprentissage informel. Donc tout ce qui est coaching par exemple, tout ce qui n'est pas encadré, tout l'apprentissage qu'on peut faire aussi d'une façon autonome, qui est très important et qui a presque explosé après la Covid. Et il faut aussi compter que l'idée de participer à la formation se résume vraiment à très peu d'heures sur l'année passée. Donc, ça reste peut-être même des données un peu généreuses par rapport à la définition très large qu'on peut avoir de formation. Mais néanmoins, ça dit déjà qu'il y a des disparités, des inégalités entre les différents groupes de la population. On a dit aussi que dans les cadres des politiques de formation, on voit cet adulte qui est toujours motivé à apprendre. Mais à nouveau, les données nous donnent un peu une image
différentes. Votre question est pertinente parce qu'effectivement, les personnes qui sont au travail ont plus un taux de participation à la formation qui est plus élevé que les personnes qui sont au chômage. Dans les graphiques, toujours sur les taux de participation, il y a une barre rouge. Et la barre rouge à 60%, c'est l'objectif que le Conseil de l'Union européenne a fixé en 2021 à l'objectif de 2030 comme objectif européen global. L'idée, c'est de ce 46,6% au niveau européen, de l'amener jusqu'à 60%. Certains pays y sont déjà, d'autres pas. Mais donc chaque pays a aussi des objectifs qui sont adaptés en fonction évidemment de l'effort possible à faire d'ici 2030. L'autre graphique qu'on voit après, c'est par rapport à la participation selon la motivation. Et ce qui est intéressant dans ces données, c'est que on voit que en 2022, les personnes qui n'ont pas participé à la formation formelle et non formelle et qui ne voulaient pas participer sont quand même la majorité dans certains pays, notamment en Belgique. Et l'autre, c'est la barre jaune. La barre orange, ce sont les personnes qui ont participé et ne souhaitent pas participer davantage, ou qui n'ont pas souhaité participer davantage dans le cours de l'année 2022. On voit que les personnes qui ont participé et souhaitent participer davantage sont quand même minoritaires par rapport à ces deux groupes. Donc là, c'est difficile de dire pourquoi ces personnes ne voulaient pas participer. Il y a peut-être un peu une réponse partielle qui est donnée par le troisième graphe par rapport aux obstacles à la participation, toujours la même population. Et on voit que parmi ceux qui n'ont pas participé, une grosse majorité ne voulait pas participer. D'autres ont rencontré des difficultés, soit d'ordre professionnel, soit d'autres ordres que de type professionnel, que de type personnel, pardon. Et ce qui ressort, selon moi, de ces données, c'est que il y a un peu un décalage entre l'adulte apprenant, c'est qu'on voudrait cette idée un peu normative de l'adulte qui a envie de se former tout le temps, tout au long de sa vie, et les données réelles de la motivation de s'engager en formation. Et c'est difficile d'établir exactement ce qu'il y a derrière ces différences dans la motivation. Les explications peuvent être multiples et peuvent relever de différents niveaux, du niveau individuel, donc de l'intérêt vraiment qu'on a vis-à-vis de la formation, mais aussi des contraintes qu'on a vis-à-vis de la famille, des perspectives économiques. Donc si j'investis dans la formation, mais qu'après l'investissement ne donne pas de retour économique intéressant, pourquoi s'investir autant dans la formation alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de sacrifices qu'il faut faire quand on a une vie active, une vie de famille et qu'on doit concilier les différentes sphères de la vie et ajouter aussi une participation importante à la formation. Donc ce n'est pas possible, en tout cas je ne peux pas donner une explication précise par rapport à le manque de motivation d'un taux si important de la population. Il y a des recherches qui sont en train d'être faites par rapport à ça, notamment aux Pays-Bas. Donc, je pense qu'il faudra vraiment être très attentif à ce qui ressort de ce genre de recherches parce qu'elles peuvent vraiment éclairer sur les composantes sur lesquelles les politiques peuvent agir, mais aussi les acteurs de terrain. Et voir si c'est nécessaire d'agir. Parce que la formation n'est pas non plus la solution pour toute problématique sociale. Et vous n'avez pas d'hypothèse par rapport à ces obstacles, il n'y a pas d'hypothèses qui sont formulées Par rapport aux obstacles, oui, bien sûr. Il y a des obstacles de type individuel, motivationnel, psychologique. Il y a
des obstacles qui relèvent des interactions, donc, comme on a dit, des responsabilités familiales. Il y a aussi des hypothèses au niveau institutionnel, donc la disponibilité des formations, les efforts qu'il faut fournir pour accéder à la formation, les, par rapport à l'âge aussi. Donc là, il y a une relation différente à l'engagement en formation si on a 25 ans ou si on a 55 ans. Évidemment, la prospective de temps est différente et aussi les retours sur l'investissement sont différents. Donc, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs théories qui regardent du point de vue plutôt sociologique ou psychologique ou institutionnel pourquoi ce manque de motivation. Et pour répondre à ce genre de questions, il faut toujours, en tout cas c'est mon avis, une approche combinée, quantitative, qualitative, et dans un monde utopique aussi longitudinal, pour voir comment les choses évoluent et suivre les individus. Et puis les choses se croisent. Il n'y a pas une seule raison, c'est souvent multifactoriel. C'est toujours multifactoriel, oui. Alors, c'est pas pour se cacher derrière une réponse simple, mais c'est vraiment la réalité. Ouais. Mais donc, on en arrive à se dire, est-ce qu'on ne devrait pas se détacher de cette idée de l'adulte apprenant à plat, hypothétique, et essayer de le concevoir différemment, et donner une idée différente, partir d'une conception différente de l'adulte apprenant, qui peut informer, qui peut sous-entendre les politiques de formation et les politiques d'emploi. La proposition ici, et c'est le deuxième objectif de la présentation, c'est d'apporter un peu l'éclairage de l'approche par les capacités. L'approche par les capacités, c'est une approche qui vient en fait de l'économie du développement et d'Amartya Sen, un économiste philosophe d'origine indienne, mais installé depuis très très longtemps aux États-Unis, et avec d'autres philosophes, avec d'autres chercheurs et académiques, ils ont développé, l'approche par les capacités a été développée, et c'est un cadre théorique assez large, assez flou, mais de justice sociale et normative, qui donne la possibilité d'évaluer les politiques publiques sur base d'un objectif ultime, qui est celui de l'épanouissement individuel et collectif, évidemment si on regarde l'échelle soit individuelle ou l'échelle collective et agrégée. Ce cadre a été souvent utilisé pour évaluer les politiques sociales, y compris des formations, et pour évaluer dans quelle mesure les politiques sociales favorisent ou pas le développement du bien-être individuel à partir de ce que les personnes peuvent être et faire, au lieu de ce qu'elles possèdent. Donc de se détacher des approches ressourcistes. Donc, ce sont quoi tes ressources, mais qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux devenir, et dans quelle mesure les politiques publiques peuvent élargir l'espace de capacité, donc de différentes combinaisons d'être, de faire auxquelles les personnes attribuent de la valeur et parmi lesquelles les personnes peuvent choisir. Donc il y a cette dimension de l'agentivité, du choix, parmi des combinaisons qui ont de la valeur. Donc ici, il y a aussi un concept que je trouve assez intéressant, c'est celle des préférences adaptatives. Donc, vu qu'il n'y a que ça, je m'adapte et je suis contente, j'ai des préférences, mais qui sont adaptées à un champ de possibilités restreint, parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir aspirer à autre chose. Et l'idée de l'approche par les capacités, c'est d'aller au-delà de ça, de pouvoir élargir cet espace de capacité. Et il y a deux choses importantes, briques importantes de ce cadre théorique, ce sont les ressources et les facteurs de conversion. Les ressources, ce sont toutes les ressources matérielles et immatérielles qu'une personne a. Donc quand on parle matériel, ça peut être vraiment les bâtiments, le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir de l'argent en banque, et immatériel, c'est aussi tous les droits auxquels on peut accéder et qu'on peut exploiter. Donc par exemple, le droit à la formation ou les droits au congé payé, ce sont des droits
facteurs de conversion aussi, de ressources immatérielles importantes. Mais aussi des facteurs de conversion. Alors ici, c'est un peu compliqué de faire la différence entre des facteurs de conversion et des ressources, parce que dans le temps, c'est qu'il y a une ressource, ça peut devenir un facteur de conversion plus tard. Mais il y a cet exemple très simple et très parlant, selon moi, de ce que c'est un facteur de conversion. C'est que si on donne un vélo pour aller d'un point A à un point B, on donne une ressource. Mais s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de facteur de conversion. Donc, il n'y a pas un facteur de conversion d'infrastructure qui permet à la personne d'utiliser le vélo pour faire le déplacement du point A au point B. Donc, on peut avoir une offre de formation très fournie, mais les personnes n'ont pas accès parce qu'il n'y a pas un bus qui passe pour amener au centre de formation. Et donc, oui, la formation est là, oui, la possibilité de suivre une formation est là, mais il n'y a pas le facteur de conversion pour. Et donc, c'est pour ça que quand on regarde bêtement, si on met une carte avec les centres de formation et les individus, et on se demande voilà, pourquoi les individus ne vont pas au centre de formation, peut-être qu'avec l'approche par la capacité et l'idée de facteurs de conversion, on peut aller creuser, voir est-ce qu'il n'y a pas des facteurs de conversion qui manquent, que ce soit bêtement l'idée des routes ou du bus, mais aussi un facteur de conversion culturelle. Ça fait que c'est mal vu ou c'est pas forcément valorisé de reprendre une formation. Et on a parlé de l'espace de capacité, donc toutes les possibilités d'épanouissement, de combinaison d'être d'être et faire, c'est ce à quoi on attribue de la valeur, mais aussi les functionings, donc vraiment les réalisations de l'individu. C'est quoi que l'individu a été capable de réaliser, et donc c'est vraiment ces résultats, normalement, qui devraient être des résultats de valeur du point de vue de la personne. Et l'avantage de l'approche par les capacités, c'est que l'individu est vu dans son contexte et avec son hétérogénéité, ses diversités, ses vulnérabilités, dans un contexte sociétal et donc en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'agent de la société. Et là, il y a deux capacités intéressantes. C'est la capacité for voice, donc de pouvoir parler, et la capacité d'aspiration. La capacité for voice, c'est la capacité d'exprimer ses préoccupations et d'être entendu. Donc, pas seulement parler et ne pas être entendu, mais il doit y avoir certaines conditions pour que la capacité for voice puisse vraiment être une réalité. Donc, être entendu, avoir les compétences pour parler, avoir les compétences cognitives et de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être représenté politiquement et d'avoir une condition institutionnelle qui permet des espaces de dialogue et d'écoute réelle. Tant dans l'espace de la formation, par exemple, mais aussi dans l'espace de l'entreprise. Et évidemment, dans l'espace public, donc, tout ce qui est expression démocratique et changement de la société. Mais aussi la capacité à aspirer. Donc, le fait comme j'avais mentionné tout à l'heure, l'idée de préférence adaptative, c'est la capacité à imaginer quelque chose de différent, de s'imaginer, de pouvoir changer. Donc, cette capacité à aspirer est porteuse de changement et d'épanouissement individuel. Et l'approche par les capacités est surtout un développement récent proposé par Bonvin et Larouf. C'est cette conception anthropologique de l'individu, où l'individu est vu comme ayant trois dimensions. Celle de l'acteur, celle du bénéficiaire et celle du juge. Bénéficiaire, parce que tout le monde est vulnérable. Et tout le monde a besoin d'avoir ses besoins satisfaits.
avec des besoins matériels et des besoins immatériels. Donc les allocations, par exemple, ou immatériels, comme le droit à nouveau à la formation. Comme acteur, donc comme un individu capable d'agir, mais aussi comme juge. Et c'est là-dedans, dans cette idée de juge, qu'on retrouve l'idée de la capability for voice et de la capacité d'aspirer. Donc d'être capable de juger, de se positionner par rapport, par exemple, à ce qui se passe dans la société ou à ce qui se passe aussi dans l'entourage, et être capable de partager et défendre ses propres préoccupations et ses propres positions dans l'espace public ou dans l'espace de la formation. Et je pense que voir l'adulte apprenant de cette façon peut aider aussi à imaginer comment imaginer les politiques de formation différemment. Pour bien comprendre, les 3 dimensions que vous évoquez, acteur, bénéficiaire, juge, elles sont là simultanément chez toutes les personnes? Alors, l'idée, c'est que pour d'une façon normative, d'une façon idéale, on devrait développer les trois dimensions d'une façon égale. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que, par exemple, alors ça n'a pas été vraiment fait, je n'ai pas fait une réflexion approfondie par rapport aux politiques d'activation, mais si on réfléchit un peu à comment elles sont conçues, donc les politiques qui essayent d'activer les chômeurs pour retrouver l'emploi, on a d'un côté la dimension bénéficiaire, donc le fait de donner des allocations, le fait de proposer des aides matérielles et de la formation, mais aussi la dimension d'acteur, donc l'encouragement à rendre active la personne. Mais il y a peu de dimensions de juge. Il y a peu la possibilité de négocier son projet, même s'il y a un dialogue qui se fait avec les conseillers. Mais finalement, l'objectif de politique, c'est de remettre l'emploi, de sortir du chômage, d'éviter que les personnes s'enlisent dans le chômage. Donc il y a effectivement aussi des raisons tout à fait correctes d'éviter qu'il y ait de mécanismes pervers qui se mettent en place. Mais il y a peu de place pour le développement de ces aspirations ou de la négociation par rapport à son propre projet. Et donc, les politiques actives, donc on est passé dans une vision plutôt bénéficiaire, donc l'État-providence, les politiques passives, dites passives, où on donnait de l'argent pour pallier le manque de revenus, à des politiques actives qui essayent de remobiliser l'individu, mais c'est remobiliser d'une façon limitée à l'acteur économique travailleur. Et donc là, on retrouve 2 dimensions, une dimension et demie peut-être, parce que l'acteur toujours limité à cette idée de travail, mais on ne retrouve pas forcément une dimension du juge assez épanouie. D'accord. Si on regarde à l'individu avec ces 3 dimensions, donc acteur, juge et bénéficiaire, on peut peut-être retrouver des points de contact avec l'idée de qualification sociale. Et là, en regardant les documents que vous avez partagés, les recherches que vous avez faites, et ces 9 niveaux de qualification sociale, j'ai l'impression qu'on peut quand même trouver des similitudes par rapport aux premiers 3 niveaux de la qualification sociale, donc le fait de sortir de chez soi, le maintien en formation, la rassurance en soi. En fait, ça semble répondre à des besoins primaires de l'individu, le fait d'être reconnu, le fait de se sentir faire partie d'une communauté, de retrouver de la confiance en soi, et en fait de répondre à des besoins vraiment primaires de l'individu. Et donc, pour moi, ça fait un peu écho à cette idée de bénéficiaire. Donc, un premier step, c'est vraiment
de reconnaître les vulnérabilités de l'individu, surtout dans un contexte où l'individu peut être fragilisé quand il se retrouve au chômage. Ensuite, il y a aussi le niveau 5 et 6, par exemple, remise en cause d'idées reçues, les questionnements, le développement de solidarité, qui, selon moi, font vraiment écho à cette idée de la capability for voice, le fait de questionner, de remettre en question des idées reçues, la formation qui nous est donnée ou les parcours qu'on nous propose. Et cette capacité vient quand on a déjà comblé certains besoins primaires. Alors on est capable de se projeter, on est capable de questionner si on a aussi les outils conceptuels, cognitifs pour comprendre les mondes qui nous entourent. Et la formation, évidemment, peut contribuer à ça, mais aussi les parcours professionnels et les parcours individuels, personnels, peuvent évidemment aider à développer ces sens critiques et cette capacité de se positionner par rapport au monde. Ensuite, la capacité à élaborer des projets, capacité à s'organiser et à une action collective. Ici, je vois vraiment l'intersection entre le juge et l'acteur, où il y a cette idée de capability for voice, mais pas seulement individuelle, mais une capability for voice collective, une aspiration qui n'est pas seulement celle de mon parcours professionnel, mais celle d'une communauté à laquelle je me sens d'appartenir. Et donc, je pense qu'il y a, si la qualification sociale est un peu le phare de la FUNOC, peut-être qu'il y a, quelque chose à explorer avec l'approche par l'équitabilité et cette idée de l'adulte en tant que bénéficiaire, juge et acteur. Et il y a une chose aussi que pour comment on fait pour concrètement prendre en compte ces trois dimensions. Et là, toujours dans l'approche par l'équitabilité et cet instrument d'évaluation des politiques publiques, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre quel genre d'information est important, dans l'interaction, dans le contexte d'une politique sociale. Dans le sens que si, quand j'ai quelqu'un devant moi qui est au chômage, quel genre de questions je pose? Quelles sont les informations auxquelles j'attribue de la valeur? Parce que cela dit déjà l'idée qu'on a en tête et sur quoi on veut travailler et quels sont les aspects les plus importants pour l'institution. Donc si les questions que je pose sont toujours sur la motivation, est-ce que tu es motivé à prendre ta voiture et faire 60 km pour aller chercher un emploi? Est-ce que tu es disponible en soirée? Est-ce que je me concentre sur une dimension particulière de l'individu et de l'apprenant? Et donc, c'est que l'approche par l'équitabilité dit, si on veut essayer de comprendre comment les politiques publiques traitent l'individu et conçoivent l'individu, il faut s'attaquer à ces questions. Et donc, si on veut changer l'image de l'apprenant, il faut aussi changer le genre de questions qu'on pose. Et quelles sont les informations auxquelles on attribue de la valeur. Comment on recueille ces informations, comment on les transforme, comment on les partage et dans quelle mesure on le co-construit avec l'individu. Évidemment, cela m'amène un peu à remonter au niveau de politique, parce que évidemment, et là je reviens à mon troisième objectif, c'est que ce genre de questions, on les pose parce qu'elles découlent un peu naturellement du cadre institutionnel qui nous entoure. Comment on peut questionner donc ce cadre institutionnel. Et c'est mon troisième objectif, c'est de donner un autre outil, après celui de l'approche par l'équitabilité, c'est de comment appréhender une politique publique. Alors, il y a différentes façons. La littérature sur l'analyse des politiques publiques est immense, mais je pense que celle proposée par Pierre Müller,
est quand même assez maniable et compréhensible. Il entend les politiques publiques comme comme étant construites autour de 4 dimensions. Les valeurs, les normes, les images et les relations causales. Les valeurs, c'est à quoi les politiques aspirent et déterminent évidemment ce qui est bien, ce qui doit être un peu rejeté. Les normes, c'est ce qui doit être atteint. Donc, c'est quoi l'objectif final. Et les images sont un peu ces vecteurs de sens immédiat qui cristallisent un peu les valeurs. Donc on a vu cette image de l'adulte apprenant, toujours motivé, qui a envie d'apprendre et qui a envie de se remettre en cause tout au long de sa vie. C'est un peu une image de cet adulte apprenant et on capte tout de suite à quoi ça sert la formation et quels sont les instruments de politique publique dont on a besoin pour avoir cette image, pour construire cette image, concrétiser cette image de l'adulte. Et après, il y a un peu les relations causales. Donc, si une personne est au chômage, c'est parce que... Pourquoi? Donc, c'est parce qu'elle n'a pas de compétences, c'est parce que la conjoncture économique est mauvaise. Donc, est-ce que c'est plutôt une cause structurelle? Est-ce que c'est plutôt une cause individuelle? C'est parce qu'elle est dans une période de sa vie compliquée, donc plutôt on ramène au niveau individuel. Et donc, quel genre de relation causale? Comment on explique le problème public et comment on a envie de l'attaquer? Et je pense que ce genre de réflexion, quand on est face à une politique publique, nous aide un peu à la décortiquer, à la comprendre et pouvoir aussi se positionner. Donc, est-ce que je suis d'accord? Et pourquoi je suis d'accord ou pas? Pourquoi je trouve que cette politique ne va pas? Pourquoi elle ne me plaît pas? Et donc être capable de mettre deux mots et de se positionner. Ces 4 dimensions aident un peu à se dire où je positionne le fait que ça ne va pas. Est-ce que c'est l'image que ça renvoie? Est-ce que c'est un peu la définition du problème qui ne me plaît pas? Cette idée de relation causale, si, alors, où est-ce que ce sont les valeurs qu'elle véhicule? Et là, je pense que j'ai un peu trouvé cette analyse que Yves Treland, qui travaille à Lucie Louvain, a faite pour les politiques d'éducation. Je trouve qu'elle est intéressante aussi pour les politiques de formation. Il a regardé au terrain de l'éducation par rapport à une réforme sur le redoublement qui date. Mais en utilisant cet concept qui vient de la littérature, il a capté la relation que le terrain avait avec cette réforme. Et il y avait 3 dimensions. La légitimité morale, la légitimité pragmatique et la légitimité cognitive. Donc on peut se demander, est-ce que cette politique répond à mes valeurs? C'est la légitimité morale. Donc est-ce qu'il y a des valeurs de solidarité ou de compétitivité Donc est-ce que je me sens alignée aux valeurs qui sont portées par cette politique publique, ou cette réforme? Et ensuite, la légitimité cognitive. Donc est-ce que les connaissances qui ont été utilisées ou qui sont utilisées implicitement pour construire cette politique publique, est-ce que ce sont les mêmes que j'utiliserai? Est-ce que c'est les savoirs scientifiques que j'utiliserai ou que je cautionne? Est-ce que c'est le même? Est-ce que je l'apprécie? Et pour finir, est-ce qu'au niveau du terrain, est-ce qu'il y a une légitimité pragmatique? Donc est-ce que concrètement ça marche au niveau du terrain? Ou est-ce que ça complique seulement la vie des acteurs de terrain? Et pourquoi? Et donc, ici, à nouveau, je trouve que c'est intéressant pour un acteur de terrain de pouvoir se positionner pour essayer de comprendre c'est où ça coince. C'est où je ne me sens pas alignée avec un changement de politique publique. Et pouvoir donc agir en conséquence. Est-ce qu'il faut modifier les règles, la mise en œuvre, les règles pragmatiques, concrètes de la mise en œuvre,
est-ce qu'il faut tout modifier? Est-ce qu'il faut, parce qu'au niveau moral, c'est fondé sur de valeurs qui ne correspondent pas à la vision du monde que j'ai. Est-ce que c'est le savoir qui est mobilisé qui n'est pas le bon? Donc voilà, je pense que avec ces deux outils, celui au niveau de l'adulte apprenant et celui qui permet à l'individu de se positionner par rapport au changement politique, je pense que voilà, ce sont deux outils intéressants, surtout maintenant, dans une période charnière, après les élections. Et voilà, donc ça c'était mon apport. J'espère que c'était utile. Je pense que l'approche par la culpabilité peut aider à peut-être pas agir sur la motivation, mais qui est vraiment très individuelle et qui est influencée par différents facteurs. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que la personne puisse s'épanouir dans les cadres aussi des politiques d'activation. Pardon. Et qui puisse s'épanouir dans les cadres des politiques de formation. Et donc d'essayer par exemple, de co-construire le projet avec l'individu pour faire en sorte que les projets d'activation ne soient pas un projet institutionnel, de proposer une trajectoire de retour à l'emploi qui est déconnectée, qui répond aux besoins d'un marché de l'emploi, mais pas aux besoins de l'individu. Et donc, le fait de donner, par exemple, la possibilité de co-construire le projet, de donner diverses possibilités d'issues, de considérer aussi qu'une issue vers une formation longue, c'est une issue positive. Parce qu'il y a aussi ce qui est considéré comme une sortie de succès par les politiques et par les politiques publiques ou le politique, n'est pas forcément la sortie de succès considérée par l'individu. Et que les temps du parcours individuel ne sont pas toujours les temps du parcours institutionnel. Donc, quel genre l'approche par l'équitabilité peut aider à récalibrer aussi ce timing qui peut être en décalage entre le temps de l'institution et le fait de devoir sortir, par exemple, après 2 ans, et les temps de l'individu. Ok, mais j'avais justement une question dans le même ordre d'idée, c'est que donc c'est un peu en lien avec ce que vous venez de dire en fait. Oui. Est-ce que finalement le fait de travailler dans une approche individualisée avec les personnes sur la question des capacités, est-ce que finalement ce n'est pas répondre à la commande sociale par rapport aux politiques d'activation? C'est quoi les marges de manœuvre qu'on a nous par rapport à cette approche-là, puisque c'est vrai qu'on a une approche individualisante qui se base sur, à travers la qualification sociale, vous l'avez dit, sur les aspirations et sur quelles sont les compétences des personnes à la base, mais comment on fait pour quand même travailler sur un aspect plus collectif ou plus global qui est le fait que la responsabilité du demandeur d'emploi, c'est pas que individuel dans sa trajectoire. C'est une question un peu difficile. J'essaie de donner des pistes. Je ne sais pas si c'était clair, mais... Oui. Je pense. J'essaie de donner quelques pistes de réponse. Est-ce que c'est pas finalement donner du grain à moudre à ces politiques d'activation, justement? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'adéquationnisme par rapport aux attentes des politiques publiques, comme vous l'abordiez? Oui. Je pense qu'effectivement, l'approche par la capacité a une approche qui se focalise sur l'individu et sur l'hétérogénéité. Et que donc l'individu peut effectivement renforcer cette dimension individualisante de politique publique et donc responsabilisante vis-à-vis du chômeur ou de la personne qui est en inactivité. Mais je pense que dans les politiques d'activation et de formation, l'idée de, par exemple, développer cette idée de capability for voice collective, donc de faire ressortir
une dimension de solidarité et de groupe chez les formés, c'est d'essayer de ne pas individualiser le parcours, mais de faire voir comment chaque parcours individuel fait partie en fait d'un collectif et que chaque trajectoire individuelle est en relation avec les trajectoires de quelqu'un d'autre. Et donc d'avoir cette dimension de ancrage de l'individu dans un contexte et mettre en perspective sa propre trajectoire d'inactivité ou sa propre trajectoire professionnelle avec le contexte macroéconomique qu'il y a au niveau local et au niveau à l'échelle comme de centres, des cercles qui deviennent de plus en plus larges, et essayer de, même dans la relation avec l'individu, à essayer de replacer l'individu toujours dans son contexte. Donc ce n'est pas seulement l'apprenant avec sa trajectoire individuelle que je dois faire réussir, mais c'est un individu dans un contexte bien précis, qui peut être celui de Charleroi ou celui de Bruxelles ou celui d'un autre environnement. Et donc, quelles sont les réelles possibilités disponibles et les facteurs de conversion que l'institution peut donner à la personne pour pouvoir réussir. Donc, si on est conscient des ressources qu'il y a dans le contexte et des facteurs de conversion, donc c'est la capacité de concrétiser ces ressources, d'en faire quelque chose, une réalisation, alors je pense qu'on est capable aussi de mieux contextualiser l'individu et pas le désancrer, et donc de ne pas le rendre hyper responsable de son parcours, de son parcours qui peut être voilà, tout son parcours professionnel. Je sais pas si... Si, tout à fait. Ouais, et c'est aussi, tout à fait, donc vous répondez bien à la question, mais c'est aussi de notre point de vue, mais enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez en dire, mais aussi, c'est aussi, donc il y a une responsabilité individuelle, effectivement, de pouvoir cheminer par rapport à toute une série de choses, mais il y a aussi une responsabilité liée au contexte socio-économique qui a fait en sorte que parfois des personnes se retrouvent dans des situations difficiles. Donc il y a une inégalité des chances qui fait en sorte que la responsabilité ne repose pas que sur la personne, elle repose aussi sur un contexte. Donc effectivement, il faut tenir compte du contexte, mais parfois le contexte est aussi pas responsable, mais a contribué à faire en sorte que les personnes ne partent pas avec les mêmes chances. Oui. Comment est-ce qu'on peut relier les choses par rapport à cette approche sur les capacités Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, sur, je pense. C'est pour ça que je dis au niveau des politiques d'aviation, c'est qu'au niveau de l'approche individuelle, c'est aussi, je ne dis pas que c'est ce que vous dites, hein, c'est parfois de ne pas tenir compte de la responsabilité du fonctionnement global de la société, qui fait en sorte qu'il y a des gens qui sont exclus de la société. Donc comment on fait pour travailler ces approches-là? Et nous, on est convaincus de ça, donc on travaille aussi. Je pense qu'on peut relier la qualification sociale à ce que vous dites, hein, sur effectivement travailler dans une approche individualisée et partir de ce que les gens sont capables de faire. Enfin voilà, on est clairement dans cette approche-là. Mais comment est-ce qu'on globalise ça par rapport au fait qu'ils ne sont pas là par hasard? Enfin, je pense qu'on ne peut pas dire qu'ils sont au chômage parce qu'ils ont envie de le... Parce qu'ils ont décidé de l'être. Oui, bien sûr. Je pense que dans le cadre de l'approche, d'une approche par la fiabilité appliquée aux politiques d'affiliation de formation, c'est que il y a une multitude d'acteurs qui entrent en jeu et qui prennent aussi des responsabilités par rapport à pourquoi la personne se trouve dans cette condition. Et donc l'idée, c'est d'avoir un aperçu, une dynamique multiple d'acteurs qui peuvent être des acteurs économiques comme les entreprises qui ont une responsabilité de former et de ne pas mettre de barrières pour l'accès à certains types de formations, les acteurs politiques, les acteurs locaux, et donc de construire un réseau d'acteurs qui construisent les opportunités, pas seulement au niveau individuel, mais d'une façon structurelle. Donc de voir
d'agir tant sur l'individu que sur la structure qui accueille l'individu. Et donc d'agir, de ne pas se focaliser sur l'individu, de le remettre à l'emploi, mais d'agir sur les différents acteurs qui constituent l'écosystème, et donc changer aussi les dynamiques de ces acteurs qui agissent vers un objectif commun, qui est celui de la croissance économique, mais partagée et distribuée, et solidaire, avec une solidarité, plutôt que se concentrer sur l'offre d'emploi et pas sur la demande. Donc de voir d'une façon holistique les parcours de formation. Voilà, je pense que c'est l'idée de réseau et d'interaction avec les acteurs, c'est qui est évidemment compliqué, parce que chaque acteur conçoit l'individu d'une façon différente. L'entreprise, ça sert à un travailleur. Pour l'autorité publique, c'est un citoyen qui paye les taxes ou qui est ou pour ceux de soins de santé, un patient, pour la formation. Donc chaque fois, l'individu a un rôle différent. Mais l'idée, c'est vraiment de construire un réseau, de concevoir cela comme un réseau, et de l'interaction entre différents acteurs, et donc de partager la responsabilité des parcours individuels, qui ne sont jamais individuels. Je pense que ça pourrait correspondre, oui, parce qu'on sort de cette logique adéquationniste de rendre la force de travail adaptée au marché de l'emploi, surtout parce que est-ce que c'est le marché de l'emploi qu'on veut aussi? Est-ce que c'est la direction vers laquelle on veut aller? Il y a des difficultés il y a une difficulté à anticiper quels sont les besoins de formation, les besoins sur le long terme. Et donc, d'un côté, il y a le marché de l'emploi qui réclame certains types de formation, et de l'autre côté, une force de travail qui, évidemment, qui a ses temps pour pouvoir s'adapter. Mais on peut aussi se demander, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que l'adéquationnisme à court terme, c'est la bonne direction du marché de l'emploi? Et je repense un peu à ce qui s'est passé dans les années en 2010, 2011-12, quand il y a eu la crise financière. Donc il y a eu un taux de chômage des jeunes très élevé, surtout dans les pays du sud de l'Europe. Et en Espagne, ils avaient vu que les jeunes avaient forcément très souffert à cause de la crise économique, mais surtout ceux du secteur du bâtiment, parce que c'était les secteurs du bâtiment qui avaient explosé. Mais en fait, les secteurs du bâtiment avaient demandé ces compétences-là, demandé aux jeunes de quitter l'école et de s'insérer rapidement sur les marchés de l'emploi pour pouvoir répondre à une demande croissante du secteur de la construction. Mais à partir du moment où le secteur de la construction ensuite s'est effondré, il y a toute une série de jeunes qui sont allés au chômage, sont retrouvés donc avec des compétences qui n'étaient plus en adéquation avec les marchés de l'emploi. Mais ce n'était pas parce qu'ils n'étaient pas compétents, c'est parce que du jour au lendemain, leurs compétences n'étaient plus demandées. Et donc, on vise sur la formation pour pouvoir remettre ces personnes en emploi. Et on comprend très bien, il ne faut pas voir ça comme d'une façon négative de pouvoir proposer des formations pour pouvoir se reconstruire. Mais il faut se demander, est-ce qu'il faut agir aussi au niveau de la demande d'emploi, et n'est pas toujours tenter de rendre la force de travail adéquate par rapport aux demandes du marché de l'emploi, qui sont très variables, sont difficiles à anticiper, et qui peuvent être très éphémères et pas forcément viser à un épanouissement, surtout pas individuel, mais aussi au niveau sociétal. Par rapport aux emplois en pénurie, je pense que le Forum vient de sortir tout récemment la liste. Je pense qu'il y a des réflexions tout le monde le sait déjà. Il y a certains emplois en pénurie qui ont aussi des conditions de travail qui ne sont pas
forcément les meilleurs, et qui donc, dans un contexte où il y a un rapport au travail qui est en train de changer, je pense que la Covid, surtout aux États-Unis, on parle de la grande démission, euh, où il y a un rapport au travail qui a changé, la qualité de vie et de l'équilibre de vie privée et travail a une valeur différente, et certaines conditions de travail ne répondent plus à des besoins individuels. Donc, est-ce il faut changer, à nouveau forcer un retour à des valeurs où le travail était la source d'émancipation, ou est-ce qu'il faut peut-être essayer de rendre plus adéquat le marché de l'emploi par rapport aux valeurs qui sont en train d'émerger dans la société. Donc essayer de voir si l'adéquation ne doit pas être plutôt au niveau de conditions de travail qu'on retrouve dans certains contextes. Vous parlez des différentes légitimités Oui. par rapport aux attentes des politiques publiques, donc individuellement, collectivement, enfin en tout cas par rapport aux organisations. Comment est-ce qu'on fait quelles sont les marges de manœuvre qu'on a par rapport à ça? Parce que, ok, il y a toujours. Moi, prendre ma petite expérience, j'ai travaillé dans différents secteurs. Il y a toujours un cadre effectivement qui est posé par des lois ou des décrets ou un agrément, enfin voilà, des choses extrêmement claires, et qui, enfin pas toujours très claires. Comment on peut se positionner si effectivement en lien avec les éléments que vous ramenez, quelles sont les marges de manœuvre qu'on a, et comment est-ce qu'on peut s'y retrouver malgré tout si aujourd'hui vous parlez des élections, effectivement, si on ne peut pas se retrouver dans une évolution qui sans doute va un peu changer le paysage de la formation, en tout cas l'insertion socio-professionnelle demain. Alors, je pense qu'il y a différentes façons. D'abord, se positionner et comprendre comment se positionner. Après, dans un cadre institutionnel, il y a différentes arènes de négociation, de discussion. Donc, si on est des opérateurs de formation et si on est des acteurs institutionnels, peut-être que je ne suis pas la meilleure personne placée pour... mais par rapport à ce que vous ramenez en termes de légitimité, en fait. Je pense qu'au niveau de légitimité pragmatique, donc par exemple, est-ce que les choses marchent ou pas sur le terrain? Je pense qu'au niveau de toute institution, les règles sont interprétées différemment au niveau. Donc là, il y a déjà une certaine marge de manœuvre. Donc comment la politique et les règles institutionnelles sont appliquées au niveau de l'institution? Chaque organisation en fait interprète d'une façon différente. Donc la marge est déjà là. Donc on contourne, on fait des règles informelles, des coutumes au sein de l'organisation qui permettent en fait de contraster une illégitimité pragmatique de certaines règles. Donc ça, disons, c'est le premier type de désobéissance, sans connotation négative, mais de pouvoir en fait gérer les quotidiens avec des règles qui parfois n'ont pas beaucoup de sens. Je pense que pendant la Covid, avec des règles qui étaient difficiles à établir parce que la situation a été très changeante, toute organisation a dû s'adapter d'une façon ou d'une autre, et donc la légitimité pragmatique a été fort challengée, défiée par la situation. Et non, au niveau de la légitimité cognitive et morale, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, c'est beaucoup plus difficile de la contraster. Donc en tant qu'individu, on peut le faire en allant voter, en protestant, en manifestant dans la rue, par exemple. Donc essayer d'amener un certain type de changement. Et en exploitant les instances, donc les représentations qu'on peut avoir, que ce soit par exemple au niveau syndical, mais aussi les fédérations qui peuvent évidemment relayer la parole, et donc exploiter les espaces de capability for voice des institutions pour pouvoir exprimer un certain type de positionnement et apporter des savoirs scientifiques peut-être qui défient les savoirs scientifiques qui sont proposés ou qui sont à la base des politiques existantes, ou amener des valeurs, souligner des valeurs différentes pour essayer que les choses changent. Et
fait, dans les cycles d'une politique publique, il y a toujours cette idée d'effet retour. Ok. Il y a certains effets retours qui viennent du terrain, mais qui viennent aussi voilà, de bénéficiaires ou qui viennent de l'électorat, qui peuvent changer et modifier une politique publique. Et je pense que juste avant les élections, avec par exemple le décret paysage, il y a eu un retournement assez soudain parce qu'il y a eu des questions qui avaient été soulevées. C'était plus en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux politiques publiques. Est-ce qu'il n'y a pas finalement sur peut-être cette nécessité de travailler sur, par rapport aux facteurs de conversion dont on évoquait tout à l'heure, sur le fait est-ce qu'il n'y a pas un problème de connaissance des publics en fait, de la chose publique Oui. Parce qu'on parle des demandeurs d'emploi, est-ce que vraiment il n'y a pas matière à... Oui. Parce que nous, on n'a pas une responsabilité là-dedans. C'est pour ça un peu je parlais des capacités des organisations. Je pense que ça pourrait être des choses sur lesquelles nous, on pourrait travailler. Effectivement, le public, le plus le public est éloigné des institutions, le plus c'est difficile d'aller les trouver, d'accéder. Il y a des recherches qualitatives très intéressantes qui regardent aux chômeurs de longue durée qui ont été exclus et donc, qui s'éloignent de plus en plus du système. Mais le problème aussi de l'accès de ces populations, c'est qu'il y a aussi une méfiance vis-à-vis de l'institution. Et donc, si à juste titre, du fait d'avoir été exclu, d'avoir été victime de certains types de mécanismes institutionnels qui les ont éloignés. Et le rapprochement vers l'institution est très complexe. Et aussi, c'est une question démocratique, de légitimité démocratique, de légitimité de l'institution aux yeux de l'individu. Ce qui est... je pense, problématique dans cet éloignement, ce n'est pas seulement du point de vue économique qu'on a des personnes qui sont détachées, qui sont loin des institutions, c'est aussi un manque de cohésion sociale, d'identification à une communauté, une méfiance vis-à-vis des structures qui organisent la société et qui fragilise l'état démocratique. Donc des institutions qui excluent plutôt qu'inclure, qui éloignent plutôt que rapprocher, c'est en tendance à créer un climat de méfiance et aussi de méconnaissance de publics qui sont exclus, qui ne réclament plus leurs droits, qui ne font plus appel en fait à la solidarité institutionnelle, qui est la colle un peu de nos sociétés, parce qu'on sait que si on se repose sur les autres tout le temps, sur les pots communs des soins santé ou des pensions ou des différentes institutions. Et donc là, aller à l'encontre, aller connaître ces publics est très difficile mais nécessaire pour comprendre les dynamiques, le mélange de dynamiques individuelles et institutionnelles qui ont fait que ces individus se trouvent éloignés des institutions. Et comprendre aussi que peut-être il n'y a pas une façon de les ramener vers les institutions, et qu'ici c'est pour les ramener et pour ensuite les exclure à nouveau, peut-être il y a d'autres dynamiques à prendre en considération. Donc est-ce que l'objectif qu'on a est toujours bon? Est-ce qu'il faut l'imaginer différemment? D'accord, ça vous remercie en tout cas.